allons aborder l'histoire de l'eau et des champignons, l'interaction qui va se passer entre ces deux éléments de nos écosystèmes. L'eau, moi j'ai l'impression que l'eau, donc d'après ce que j'avais appris à l'école, hein, ça s'évapore de la mer et puis ça circule dans les nuages et puis ça tombe sur Terre. Et de là, il y a une partie qui ruisselle et qui retourne vers les fleuves et vers les océans, et puis une partie qui s'évapore et qui refait d'autres nuages qui vont être remportés quelques kilomètres, quelquefois 500 kilomètres plus à l'est pour nous, hein, en suivant les vents dominants. Voilà, donc je pensais que c'était un système assez simple comme ça, mais quand on a commencé à regarder l'interaction entre entre l'eau et le monde des champignons, on s'est rendu compte que les choses étaient beaucoup plus fines et complexes finalement que cela. Alors un élément tout simple dont vous pouvez faire l'expérience, lorsque vous regardez donc des arbres au bord d'un cours d'eau, et puis que de l'autre côté du cours d'eau, de l'autre côté des arbres, l'herbe est très verte, parce que ça pousse bien. On dit qu'il y a de l'eau, et donc on s'imagine que l'eau circule, mais quand il y a des arbres, l'eau, le côté vert rentre beaucoup plus dans la parcelle que quand il n'y a pas d'arbres. Et donc ça veut simplement dire que comme il y a des arbres, il y a des racines, comme il y a des racines, il y a des champignons, et ces champignons donc vont transporter l'eau beaucoup plus loin du cours d'eau que s'il n'y a pas d'arbres le long d'un cours d'eau. Et alors, au début, on ne comprenait pas trop comment ça se passait. On pensait que c'était les champignons qui absorbaient l'eau et qui la transportaient. Et en fait, les champignons n'absorbent pas cette eau. Il se trouve qu'à la surface des champignons, il y a une zone d'hydratation, comme un petit manchon d'eau. Et de l'eau, alors c'est très important que les champignons soient hydratés parce que les champignons digèrent par l'extérieur. Nous, quand on mange, on boit et on digère à l'intérieur de notre organisme. Les champignons, c'est le contraire, ils digèrent à l'extérieur. Et donc, pour bien pouvoir digérer ce qui est à l'extérieur d'eux, ils ont besoin d'avoir de l'eau. Ce qui fait qu'ils vont hydrater leurs cellules par l'extérieur. Et on s'est même rendu compte que l'eau qui est à la surface des champignons est dans un état physique un petit peu particulier qu'on appelle hyperfluide, et donc qui est très hygroscopique, c'est-à-dire qui attire l'eau d'une façon tout à fait surprenante. Et ça peut la faire voyager sur de très grandes distances, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres en profondeur. De l'eau peut remonter par ces zones d'hyperfluidité, pour peu qu'il y ait des racines qui descendent en profondeur dans le sol. Autour de ces racines, on va voir des manchons de champignons mycorrhiziens, de champignons donc, et l'eau va également remonter des nappes phréatiques vers la surface, grâce à ces réseaux-là. Et comme cette eau arrive près de la surface, et que près de la surface, il y a les plantes, donc les plantes auxquelles vont être liés les champignons mycorrhiziens, mais même les plantes auxquelles elles ne sont pas liées. Vous voyez, pour l'exemple de ces tilleuls ne sont pas connectés aux mêmes champignons que les graminées qui sont dans le sol. Par contre, quand on regarde un petit peu en contrebas, près de la mare, on se rend compte que l'herbe est très verte, même près des tilleuls, parce que cette zone d'hyperfluidité fait transporter cette eau, alors que les racines sont pas connectées aux champignons, mais sont quand même connectées à cette zone d'hyperfluidité, qui est le milieu extérieur du champignon. Et donc, par ce milieu extérieur, finalement, il y a énormément de choses qui peuvent circuler. Et vous voyez, on s'étonne, on se demandait souvent comment est-ce que l'eau fait pour remonter des profondeurs du sol. Et par ces forces de capillarité, sans même dépenser d'énergie finalement, et par cette hyperfluidité, l'eau est capable de remonter quelquefois de grandes profondeurs. Et donc, quelquefois, on s'étonne aussi, parce qu'un arbre, on dit que c'est la racine pivot qui s'enfonce dans le sol, mais une racine pivot d'un arbre, c'est quelque chose de très très petit. Quelquefois, c'est gros comme mon petit doigt, ça peut descendre sur 20-30 mètres. Et ce petit conduit-là, avec toute la zone qui fait peut-être 5 mm autour de cette racine hyperfluide, pleine de champignons, c'est ça qui va faire remonter l'eau des profondeurs, et pour venir irriguer
finalement la partie superficielle du sol. Et aujourd'hui, on constate dans beaucoup de secteurs dans lesquels on prélève de l'eau pour irriguer, que les nappes phréatiques descendent et les arbres meurent. Les arbres meurent parce qu'ils n'ont plus accès à ces nappes à 20-30 mètres de profondeur. Et donc, ils n'ont plus accès, les champignons n'ont plus accès à cette eau, les zones d'hyperfluidité ne fonctionnent plus, et des arbres, et quelquefois même de très très vieux arbres, de 150, 200, 300 ans, arrivent à mourir aujourd'hui simplement parce que l'on pompe de l'eau dans ces nappes phréatiques. Et alors de la même façon que ces champignons font remonter l'eau, quand il pleut, vous avez tous remarqué que quand on est dans une forêt et qu'il y a plu, c'est tout de suite sec. C'est tout de suite sec parce qu'en fait, les champignons vont répartir toute cette eau quasiment instantanément sur toute l'épaisseur de zones dans lesquelles il y a des champignons. Donc, ce qui fait que la capacité que va avoir un sol à retenir de l'eau va être d'autant plus importante qu'on a beaucoup de champignons dans le sol, beaucoup de ces champignons mycorhiziens. Et quand on considère, par exemple, pour une parcelle de maïs, qu'elle va avoir une réserve utile de, je sais pas, 30, 35, 40 mm d'eau sur 20, 25, 30 cm de sol, quand on a un sol qui est bien mycorhizé sur 1,50 m, 2 mètres de profondeur, la quantité d'eau qu'on pourra stocker dans ce sol, elle sera plutôt proche de 100, 120 mm d'eau. C'est-à-dire de quoi quelquefois passer tout l'été. Alors certes, les arbres vont transpirer un petit peu, mais les plantes qui seront autour auront accès à beaucoup plus d'eau. Voilà, donc ça, c'est un des grandes surprises, justement, dans nos bilans hydriques. C'est que jusqu'à présent, en termes d'évapotranspiration, on ne considérait finalement qu'une réserve utile relativement faible. Et à partir du moment où on est avec des arbres mycorhizés, la réserve utile d'un sol peut être multipliée par 4, 5, dans certains cas jusqu'à des taux de 15 fois plus importantes en présence d'arbres que sans arbres, dans des sols très sableux notamment. Donc ça nous ouvre un champ immense en matière de stockage d'eau. Stocker 100 mm d'eau sur 1 hectare, ça fait 100 litres par mètre carré, ça fait 100 fois 10 000, ça fait 1 million de litres. Ça fait des retenues collinaires qui sont juste prodigieuses, et d'eau stockée directement dans le sol. Et en fait, les arbres vont permettre de prolonger les périodes d'hydratation des sols, de toute cette eau qui tombe en hiver et qui va pouvoir rester à disposition de nos plantes jusqu'au cœur de l'été. Voilà. Donc ça, cette ressource-là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à observer, à mesurer, à évaluer. Et au fur et à mesure que nos arbres vont pousser, on va se rendre compte et on va faire attention à ces choses-là. L'autre point surprenant également du cycle de l'eau, c'est qu'on a tous fait cette expérience de faire brûler un bout de bois, et quand un bout de bois brûle, ça fait de la vapeur d'eau, ça fait de la fumée. Cette fumée, c'est de la vapeur d'eau. Et les champignons du sol, il y en a beaucoup qui décomposent le bois. Décomposer le bois, ça veut dire faire brûler le bois par des méthodes de combustion très lentes. La combustion du champignon qui se nourrit du bois mort pour manger, et donc qui brûle ce bois, comme nous quand on brûle nos sucres, c'est pareil. Et ça dégage de l'eau. Et donc ces éléments-là, en brûlant, donc, vont dégager de l'eau qui va se retrouver dans le sol à la disposition des plantes. Alors ça, c'est ce qu'a compris, par exemple, les gens qui font des lasagnes en permaculture et qui enterrent du bois. C'est que ce bois, en se décomposant, constitue une ressource hydrique, une ressource d'eau, qui va faire que les plantes vont pouvoir avoir un petit peu plus d'eau dans les périodes les plus critiques. Alors en plus, comme ce bois va être plein de champignons et va se constituer comme une éponge, ça donnera également une ressource en eau plus importante. Effet surprenant, c'est que quand le bois se transforme en champignon, du carbone,
le bois va se retransformer en une nouvelle source de carbone, qui, lorsqu'elle va se décomposer elle-même et se redécomposer par un autre champignon qui va décomposer le premier champignon qui a occupé ce bois-là, va aussi redévelopper de l'eau. Et en fait, c'est une espèce de cycle comme ça, où le bout de bois va se transformer dans une première génération de champignons, dégager de l'eau. Ce champignon va vivre, va reprendre au moment où il pourra se redévelopper. Le deuxième champignon qui va décomposer le premier champignon va recapter bien sûr un petit peu d'eau, un petit peu de gaz carbonique, un petit peu de sucre, et puis finalement reconstituer un autre champignon qui lui-même va pouvoir redistribuer de l'eau dans un deuxième cycle, et dans un troisième, quatrième. Alors ça aussi, on commence juste à explorer ces choses-là, mais on a commencé à identifier des successions de décomposition du bois par les champignons, où il peut y avoir 6, 7, 8 champignons différents qui viennent les uns à la suite des autres dans une même saison pour reconstituer de la matière quand il y a de l'eau et quand ils le peuvent, et puis se redécomposer quand il fait trop sec pour relibérer de l'eau et rendre cette eau disponible pour la vie du sol et bien sûr pour les plantes qui s'y trouvent. Voilà, et ça c'est étonnant. C'est étonnant, en mettant du bois dans un sol, eh ben en fait on l'arrose ce sol. On l'arrose. Et dans des conditions particulièrement limites, quand l'eau devient vraiment très très rare, que les arbres commencent à souffrir significativement, eh ben, on se rend compte que les plantes herbacées qui sont au pied des arbres sont enfin, elles bénéficient finalement de tout ça. Elles tirent un grand avantage de cette décomposition, puisqu'elles arrivent à survivre dans des conditions limites et même à se développer. J'ai eu une expérience chez un maraîcher tout à fait étonnante, hein, où dans la partie la plus en lisière, dans un endroit qui paraissait assez aride en été, finalement c'est le seul endroit où ces tomates, lors d'une grande aridité, des grandes canicules, grandes sécheresses, c'est le seul endroit où ces tomates arrivaient à encore pousser et encore donner des fruits. C'est un exemple, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient de ces choses-là pour apprendre et inventer des systèmes agroforestiers qui permettent de mieux gérer cette eau, de mieux stocker l'eau, de mieux la répartir. Voilà, et on sent que les champignons vont nous y aider